Vision Plus TV, l'excellence et la rapidité. En dépit de la crise sanitaire qui est mondiale d'ailleurs, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue au cœur de ces grands débats sur la Constitution en République démocratique du Congo. Aujourd'hui, nous allons revenir sur le point saillant avec le directeur de la communication, les directeurs adjoints de la communication, du président de la République, comme monsieur Jean-Pierre Wafouana. Bonjour. Bonjour. La première question est de savoir aujourd'hui, malgré la crise sanitaire qui est d'ailleurs mondiale, mais aujourd'hui en République démocratique du Congo, la classe politique est alimentée avec ce grand débat sur la Constitution. Quelle lecture faites-vous sur ces grands débats alors que la vie humaine est sacrée? Ma lecture est toute simple, dans la mesure où cette question a été vidée complètement à la suite de l'arrêt rendu par la Cour constitutionnelle, qui est la juridiction, la plus haute juridiction en la matière, donc qui reconnaît la conformité de l'ordonnance rendue publique par le président de la République le 24 mars dernier, proclamant l'état d'urgence sanitaire. Et donc, à partir du moment où cette haute cour par son arrêt, reconnaît donc en cette ordonnance, plutôt la force de la loi, donc à cette ordonnance, je pense que tout débat devient caduc, et dans la mesure où d'ailleurs, quand vous lisez l'arrêt en question, dans sa motivation, on soulève une exception donc par rapport justement à la crise que vous avez évoquée tantôt, donc que nous tous nous vivons ici en République démocratique du Congo et que l'on vit à l'échelle mondiale. Donc j'ai cité le coronavirus. Et donc compte tenu de l'urgence, compte tenu de la nécessité, donc il était des bons tons de la part du garant de la nation et du garant des institutions de la République et de la protection même des populations, de prendre des mesures idoines pour justement éviter que cette pandémie ne se propage sur toute l'étendue de la République. Et donc aujourd'hui, comme je le disais en introduction, le débat devient caduc avec l'arrêt de la Cour constitutionnelle, n'en déplaise à ceux qui continuent à croire que voilà, le chef de l'État, par omission, n'a pas fait allusion dans son ordonnance à l'article, ne s'est pas plutôt référé à l'article 119 de la Constitution, et d'autres qui pensent qu'il a de ce fait violé la Constitution. Je pense que on ne peut plus revenir là-dessus. Vous savez, pour ceux qui ne le savent pas, l'article 119 renvoie, n'est-ce pas, le débat au Congrès, c'est-à-dire les deux chambres réunies du Parlement, le Sénat et l'Assemblée nationale, pour autoriser le chef de l'État à pouvoir prendre, plutôt proclamer l'état d'urgence. Mais quand vous regardez aussi au niveau de l'ordonnance qui proclame l'état d'urgence, eh bien, le chef de l'État a pu prendre tout le temps nécessaire de motiver dans le libellé de cette ordonnance les raisons pour lesquelles on n'a pas eu recours à l'article 119. Et la Cour, quand vous lisez l'arrêt, si vous permettez, je peux brièvement vous lire l'arrêt de la Cour, spécifiquement en ce qui concerne cet article 119, dans le 5e feuillet, la Cour dit ceci, je cite, qu'en faisant la concertation avec le Premier ministre ainsi que le président des deux chambres du Parlement avant de proclamer l'état d'urgence sanitaire le 24 mars 2020, le président de la République s'est conformé au prescrit de l'article 85 de la Constitution qui ne requiert pas l'autorisation du Congrès pour proclamer l'état d'urgence. C'est donc à bon droit
ça veut dire à juste titre, que l'ordonnance numéro 20/014 du 24 mars 2020 portant proclamation de l'état d'urgence sanitaire pour faire face au Covid-19 et donc c'est référé à l'article R Constit 061/TSR rendu le 30 novembre 2007 par la Cour suprême de justice, toutes sections réunies. Donc vous remarquez que dans la motivation de son arrêt, la Cour c'est parti d'une jurisprudence également de 2007. Spécifie très clairement que le chef de l'État n'avait pas besoin de recourir à l'article 119, tout simplement parce que juridiquement parlant, il a fait référence à la jurisprudence. Donc, il y a eu déjà des situations précédentes qui peuvent se justifier dans la situation actuelle et donc on n'a pas eu nécessairement besoin, le chef de l'État n'a pas eu nécessairement besoin de recourir donc aux deux chambres du Parlement pour pouvoir proclamer l'état d'urgence. Donc, comme je disais, ce débat-là, on considère qu'il est absolument clos. Voilà, aujourd'hui, ceux qui pensent le contraire avaient sûrement d'autres motivations pour pouvoir créer voilà, des situations, des crises inutiles donc, dont on n'a absolument pas besoin aujourd'hui. Vous avez évoqué le coronavirus qui aujourd'hui met le monde entier en difficulté. On a plutôt besoin d'une cohésion sociale. Les acteurs politiques ont une responsabilité donc, par rapport à ça pour soutenir le chef de l'État dans ce qu'il a entrepris pour pouvoir endiguer cette pandémie qui, on va le dire comme ça, fait peur parce que elle n'épargne personne, la maladie n'épargne personne, la maladie n'a pas de frontières, la maladie n'a pas encore été maîtrisée même par les spécialistes et donc il faut qu'il y ait un front commun, une union sacrée autour du chef de l'État pour que voilà, on puisse mener à bien la lutte contre cette pandémie. Alors, l'état d'urgence a été déclaré le 24 mars, un mois, jour pour jour, déjà, mais nous tournons déjà vers la fin, en fait, de l'état d'urgence, mais la crise sanitaire persiste aujourd'hui. Mais l'état, et comment l'urgence sanitaire continue. Bien, votre question est très importante parce qu'elle ramène au fait qu'elle est un peu reliée à la première question, simplement parce que lorsque le chef de l'État a proclamé l'état d'urgence, donc dans l'ordonnance, quand vous la lisez, il y a une possibilité, elle évoque une possibilité de reconduire cet état d'urgence, en autant que bon, la crise n'est pas maîtrisé et donc il est tout à fait normal que voilà, le chef de l'État puisse recourir aux voies légales pour pouvoir, n'est-ce pas, voilà, proroger cet état d'urgence. Et la procédure est tout à fait simple. Donc vous aviez entendu la semaine écoulée le président du Sénat évoquait voilà, la convocation du Congrès, et donc de deux chambres réunies pour pouvoir, selon ses propres termes, voilà, voilà, essayer de corriger, n'est-ce pas, selon lui, l'erreur qui a été commise parce qu'il Qu'est-ce qu'il y a lieu de corriger? Il n'y avait pas lieu de corriger tout simplement parce que c'est une parenthèse que j'ouvre. Il n'y a pas lieu de corriger tout simplement parce que selon les prescrits de la loi, il y a eu effectivement concertation d'une part entre le chef de l'État et les deux personnalités qui animent et l'Assemblée nationale et le Sénat. Et de ce fait, voilà, il n'y avait pas
lieu qu'on puisse retourner, vu l'urgence, comme je l'ai indiqué un peu plus tôt, vu la nécessité de recourir au Congrès pour que le chef de l'État puisse obtenir l'autorisation de proclamer l'état d'urgence. Et donc ça, c'est un fait. Et il faut dire que quand on parle de régulariser la situation au niveau du Congrès, il faut que l'opinion publique sache que cette procédure n'est prévue nulle part dans la loi fondamentale. Il n'y a aucune disposition de la Constitution qui prévoit de corriger de cette façon-là quelque situation que ce soit. Et donc, je referme la parenthèse pour revenir spécifiquement à la question et dire que le chef de l'État, dans les circonstances, a effectivement l'obligation de recourir au Congrès pour que le Congrès puisse autoriser l'extension de l'état d'urgence. Et il y a des procédures qui spécifient la matière pour que le chef de l'État puisse rendre une ordonnance pour... dans les circonstances, c'est un passage obligé? C'est un passage obligé, comme vous le dites, non pas pour corriger une situation quelconque, non pas pour rendre conforme, parce que là, comme je le disais, le débat est déjà clos. On ne recourt pas à une certaine régularisation d'une quelconque situation qu'on devait corriger. Non, il ne s'agit pas de ça. Il s'agit aujourd'hui, et que les gens le tiennent pour dit, il s'agit aujourd'hui de proroger l'état d'urgence, et la loi prévoit que dans les circonstances, il va falloir que le chef de l'État puisse, après avoir discuté de la question au sein du Conseil des ministres, et cela est intervenu hier à l'issue du Conseil des ministres, vous avez bien suivi le porte-parole du gouvernement qui l'a signifié, et donc il y a un projet d'ordonnance en chantier, et donc lorsque le moment sera venu, donc on soumettra bien sûr la question au Congrès pour pouvoir obtenir l'autorisation de proroger l'état d'urgence. Et cela se fera aussi longtemps que la situation va le requérir, donc tous les 15 jours, ça va se passer comme ça, aussi longtemps que la crise va perdurer. Alors, parlons d'autre chose à présent. Restons toujours dans ces chapitres. Gombe confiné, mais dans d'autres coins de la ville de Kinshasa, comme si rien n'était. Quelle lecture faites-vous? Mais écoutez, vous avez remarqué que j'habite Gombe, et donc je suis bien placé pour décrire la situation du confinement. Effectivement, de l'instant où la commune a été confinée, on a remarqué qu'au départ, il y avait quelques petits ratés, mais aujourd'hui, je pense que les choses fonctionnent tant bien que mal. La police essaie de faire son travail, les services sanitaires essaient également de faire leur travail. Vous avez remarqué qu'il y a des checkpoints, il y a des roadblocks qui permettent, n'est-ce pas, de filtrer toutes les entrées donc vers la commune, mais également toutes les sorties. Donc il y a les prises de température, il y a les bornes de lavage, des fontaines de lavage des mains. Et donc on vérifie si vous avez des permis, des autorisations pour pouvoir circuler au sein même de la commune de la Gombe. Et donc tout ça, on l'observe. Seulement, il faut que maintenant, sur le plan, on va dire, spécifiquement du confinement, parce que ici, quand on parle de confinement, il faut bien comprendre qu'il est question d'éviter des mouvements des personnes qui habitent la Gombe vers d'autres communes et vice-versa. Et aussi permettre aux services appropriés de pouvoir identifier les personnes qui sont à risque, des personnes qui sont plus ou moins atteintes par la maladie, de façon à ce qu'on puisse les rediriger vers
des hôpitaux qui sont dédiés. Alors maintenant, statistiquement parlant, je pense que aux dernières nouvelles, lorsqu'on a lu le compte-rendu des secrétariats techniques de la riposte. Donc les choses sont en bonne voie et on tend vers le déconfinement de la commune. On estime que Gombe reste effectivement une zone où on a dénombré le plus des malades, le plus de personnes dépistées qui ont été qui malheureusement ont été confirmées comme ayant été atteintes par le virus. Donc on estime que ces personnes-là vont être prises en charge et que, étant donné que la commune a été confinée, on estime qu'il y aura moins de propagation que les services, ou plutôt la riposte, l'équipe de la riposte va pouvoir mobiliser les énergies pour étendre le confinement vers d'autres communes. Alors, aujourd'hui, malgré les confinements, malgré la distanciation sociale, est-ce que le Parlement pourrait être convoqué, que plus de 500 députés, compris quelques sénateurs, dans une salle, est-ce que l'appel du président des Sénats a été entendu? Je ne pense pas qu'il faille faire un lien entre le travail qui a été amorcé pour désinfecter le Parlement et des questions, des procédures concernant la convocation du Congrès. Je pense que, comme je l'ai expliqué un peu plus tôt, il est tout à fait de bon aloi que, alors qu'on tend vers la prorogation de l'état d'urgence, et que le Congrès se prononce. C'est la loi qui l'exige. Et je pense que le chef de l'État s'est inscrit dans cette dynamique-là, puisque le Conseil des ministres, le dernier en tout cas, au cours du dernier Conseil des ministres, il a été question justement de cette problématique. Et donc, on suppose que effectivement, le Congrès va se tenir et qu'il devrait se tenir dans les meilleures conditions, tout simplement parce que en amont, on a pris le temps de désinfecter la bâtisse et cela ouvre justement la voie à des conditions tout à fait des conditions sanitaires tout à fait appropriées, de façon à permettre les parlementaires à siéger dans les meilleures conditions. Et donc, je ne pense pas, comme je le disais, qu'il faille nécessairement faire un lien entre le travail qui a été fait en matière de désinfectation et la convocation du Congrès. Après l'arrêt de la Cour constitutionnelle, Madame la Présidente de l'Assemblée nationale, Janine Mabunda, appelle à la courtoisie et polémique reste toujours alimentée, des grands débats dans la classe politique congolaise. Est-ce que aujourd'hui cet arrêt, excusez-moi, c'est pas est-ce que cet arrêt de la Cour constitutionnelle ne met pas tout le monde d'accord? Pourquoi est-ce que, selon vous, ça continue toujours à susciter l'assaut? Je pense que au-delà de l'arrêt de la Cour constitutionnelle, je pense qu'il y a toujours en arrière des gens, des mobiles politiques qui expliqueraient ce que vous êtes en train d'évoquer. Et donc, en apparence, on a l'impression qu'effectivement, il y a un désaccord. Mais ce désaccord est voulu, tout simplement, suscité a été suscité principalement par les propos tenus par le président du Sénat lors d'une interview qu'il a accordée à la radio Top Congo. Et au cours de cette interview, il avait
a sous-entendu que le chef de l'État avait violé la Constitution. D'où son appel à la convocation d'un congrès, d'où ses propos disant qu'il fallait, après avoir convoqué ce congrès, disons, rectifier les choses de manière à ce que l'ordonnance soit conforme à la Constitution. Parce que d'après lui, voilà, l'état d'urgence était un fait, disons, plutôt que légitimement proclamé disons, conformément à la loi. Et donc, il faut comprendre que derrière, il y a, quand on analyse les propos du président du Sénat, on a la nette impression qu'il y a des objectifs cachés. Et moi, je dirais que parmi ces objectifs cachés, il y a sûrement voilà, l'intention de pouvoir fragiliser les institutions de la République. Il y a aussi le fait que, bon, en disant ça, on ouvre une brèche pour voilà, une fracture de la classe politique. N'oubliez pas aussi que en ce moment-ci, il y a une coalition qui est au pouvoir entre les FCC et le CACH. Et donc, le moment n'est pas indiqué pour soulever ce genre de polémiques. Le moment n'est pas indiqué tout simplement parce que le pays vit voilà, une situation qui demande à ce qu'on puisse, comme je le disais un peu plus tôt, faire bloc derrière le chef de l'État, la classe politique incluse, la population également, pour qu'ensemble on puisse vaincre cet ennemi invisible qu'est le coronavirus. Et donc il n'y avait pas lieu. Donc cette sortie médiatique n'était pas justifiée de mon point de vue, et ça amène d'autres conséquences. C'est que la population qui ne maîtrise pas assez la question constitutionnelle est déboussolée et induite en erreur, ce qui amène évidemment les fauteurs à nos troubles à pouvoir saisir l'opportunité pour voilà, apporter des débats improductifs. Moi je pense qu'il faut à un moment donné arrêter avec ce que moi j'appelle ce banditisme juridique qui plutôt tend à paralyser les institutions au moment où on a besoin de réunir nos forces pour voilà, aider l'État à avancer, aider le gouvernement à accomplir son programme au bénéfice de la population. Alors aujourd'hui, beaucoup de coups encaissés, FCC et CACH, cette coalition qui gère au quotidien le pays aujourd'hui. Alors, qu'est-ce que vous augurez en fait sur l'intention et la mauvaise foi de certains politiciens, de tous bords, hein, de certains politiciens, et surtout pendant cette période cruciale que le monde traverse, et certains continuent toujours à parler politique. Qu'est-ce que vous augurez d'abord sur l'avenir, l'économie? Parce que nous tendons tous vers une crise économique. La question est bien posée, simplement parce que vous savez que lorsque le chef de l'État a pris ses fonctions en tant que président de la République, il avait à la suite des promesses qu'il avait émises en tant que candidat, mis en place un programme de gouvernement qui aujourd'hui est piloté par une coalition. Et donc, je pense que à la base, il revient à cette coalition de mettre tout en œuvre pour pouvoir réussir ce programme. On ne peut pas comprendre qu'au moment où le chef de l'État veut avancer, aller de l'avant avec voilà, les promesses qu'il avait faites à la population, vous rappellerez que lorsqu'il a
prononcé son discours à la nation, il avait parlé, il avait proclamé 2020 comme l'année de l'action. Et donc, pour lui, il est résolument tourné vers l'action. Voilà que, malheureusement, il y a des catastrophes, il y a des crises sécuritaires, des problèmes sécuritaires qui s'annoncent à l'Est. Il y a l'Ebola qui réapparaît. Aujourd'hui, on a un coronavirus. C'est déjà pas mal de problèmes auxquels il faut s'attaquer, mais il ne faudrait pas en plus venir ajouter des polémiques inutiles au niveau politique pour l'empêcher d'accomplir ses priorités. J'en appelle simplement à la bonne conscience des acteurs politiques. Vous savez, aujourd'hui, il est plus question de la moralisation de la classe politique et des gens devraient prendre conscience que chacun, là où il est, qu'il puisse voilà, assumer ses fonctions en toute responsabilité, que ce soit au niveau de la présidence de la République, que ce soit au niveau du gouvernement, que ce soit au niveau du Sénat ou du Parlement, dans l'ensemble. Je pense que les gens doivent avoir un credo et un seul, travailler en toute conscience et en toute responsabilité pour pouvoir rendre service à la population et essayer de répondre aux aspirations de la population. Quand j'ai cité les responsables, je n'ai pas non plus oublié tous ces responsables qui sont à la tête des entreprises de l'État et dont on attend voilà, des résultats probants qui puissent, n'est-ce pas, aider le chef de l'État à accomplir comme il se doit sa mission. Et donc, pour moi, il est essentiel qu'on puisse aujourd'hui, en toute conscience, voilà, agir au bénéfice de la population. N'oubliez pas, le credo du chef de l'État, c'est d'abord le peuple d'abord, et il attend, voilà, au bout de son mandat, rendre compte de ce qu'il aura fait, mais il va falloir que voilà, les Congolais puissent l'accompagner dans cette perspective. Alors, en dépit de cette pandémie qui gangrène, qui fait pleurer aujourd'hui le monde entier, il y a un fait socialement significatif, mais vraiment cela s'enregistre parmi des catastrophes naturelles. Aujourd'hui à Uvira, il y a des faits de mort également. Un mot à toutes ces familles, et que pense le président de la République sur ces catastrophes naturelles? Vous avez suivi qu'aujourd'hui le chef de l'État a rendu public un communiqué où il exprime sa compassion par rapport aux événements qui sont arrivés à Uvira. Et le chef de l'État est de cœur avec les familles éprouvées. Il déplore évidemment la perte en vies humaines. Vous savez que nous vivons une situation assez difficile présentement. Nous sommes dans un état d'urgence et il n'en fallait pas plus pour que, bon voilà, on puisse encore déplorer des situations de cette nature-là. Évidemment, ça fait partie des catastrophes naturelles, comme vous l'avez dit, mais il n'en demeure pas moins que voilà, le pays vit une autre situation assez difficile, et le chef de l'État, dans son communiqué, est tout à fait compatissant par rapport à ça. Il a évidemment instruit les autorités provinciales pour qu'elles suivent de près la situation et qu'elles puissent, dans les moyens qui sont disponibles, assister les familles éprouvées et les personnes qui sont touchées directement ou indirectement par cette catastrophe naturelle. Alors, merci, ce n'est fini. Nous sommes arrivés à terme de notre édition. Je crois que
une catastrophe naturelle s'annonce pas et ça vient, et puis je crois que la population doit vraiment doit s'assister mutuellement pour voir comment fléau. Alors, Monsieur Jean-Pierre Ouafouana, je rappelle que vous êtes directeur adjoint de la communication du président de la République. Nous sommes arrivés à terme de notre édition. Un dernier mot à toutes les personnes qui vont devoir nous suivre. Je voudrais ici lancer plutôt un petit message en lien avec la crise sanitaire que nous vivons présentement. Nous savons tous que c'est un moment très difficile que l'ensemble des compatriotes vivent. Et donc, l'arrivée de ces virus sur le territoire a mis en émoi pratiquement tout le monde. Oui, c'est vrai, ça fait peur. Oui, c'est vrai qu'il y a des gens qui ont perdu les leurs, des proches, des gens de la famille, des amis. Mais je pense qu'il faudrait aujourd'hui prendre conscience que cette maladie est absolument réelle, comme je l'ai dit, et comme tout le monde le reconnaît, n'a pas de bras, n'a pas de pieds, mais que c'est l'homme qui sert à la transporter. Et donc nous devrions, chacun là où il est, faire le nécessaire pour éviter la propagation de cette maladie-là. On a parlé des gestes barrières, ils sont simples, se laver les mains régulièrement, éviter d'être en contact, éviter des attroupements qui pourraient justement constituer une occasion de se transmettre cette maladie-là. Ne pas éviter d'éternuer, il y a une façon de le faire dans le coude, ou porter les cache-nez, les masques comme on le dit. Donc tous ces gestes-là évitent, n'est-ce pas, la propagation de cette maladie-là. Et il faudrait que les gens prennent conscience que si au niveau individuel on ne fait pas un effort, eh bien non seulement on est soi-même exposé, mais on expose également celui qui vit à côté de soi. Et donc c'est important. Et le message, je le lance particulièrement aux personnes, à nos concitoyens qui vivent dans les communes périphériques. Vous savez, Gombe est confiné, mais quand on se promène en dehors de Gombe, on a l'impression que, ça donne l'impression que tout est normal, que les gens vaquent normalement à leurs occupations, les gens n'observent pas les mesures de barrières. Mais je lance un appel pathétique à ces concitoyens que si aujourd'hui on veut aider le gouvernement à endiguer le plus rapidement possible cette maladie-là, il faut absolument que chacun prenne conscience qu'il a sa part à faire dans ces processus-là. Bien sûr, le gouvernement est en train de mettre des moyens. Le chef de l'État a créé ce qu'on appelle la task force qui aujourd'hui s'occupe de faire l'interface entre le secrétariat de la riposte, les différents ministères qui sont concernés. Et donc il y a une coordination qui a été mise en place pour aider le chef de l'État à pouvoir prendre des décisions pour les meilleures en tout cas, pour endiguer cette maladie-là. Et donc que chacun puisse donner du sien pour qu'on arrive ensemble à mettre fin au coronavirus. Mesdames et messieurs, ça n'est fini pour cette édition. Merci de l'avoir suivi sur Congo Web Télévision, Vision Plus Télévision. On se retrouve trop prochainement pour une prochaine édition. Merci monsieur Jean-Pierre Ouafouana pour votre disponibilité. Je rappelle que vous êtes directeur adjoint de la cellule de la communication du président de la République. Merci à Dodi L'Enfant Gâté pour la prise de vie. Au revoir.